Voilà, voilà. Alors, bonjour François. Nous sommes ici pour échanger un peu sur le livre de Philippe Missotte qui va paraître bientôt. Quelle a été ta première réaction en découvrant ce livre sur la création et le lancement de la branche pionnier? Ma première réaction, ça a été ouf, enfin, enfin, je vois ce fameux livre, parce que Philippe m'en parlait depuis pas mal de temps, il était en train d'écrire ceci. Je me disais, et je lui disais, mais Philippe, on peut jeter un coup d'œil? Attends, c'est pas prêt. Donc tout d'un coup, ça arrive, c'est non seulement prêt, mais c'est bien emballé, c'est ficelé, c'est imprimé. Waouh! Donc, un grand ouf de soulagement de pouvoir enfin toucher le livre promis. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire une fois que je suis rentré dedans et que je l'ai lu, relu, annoté, regarde le nombre de signets que j'ai pu mettre sur la tranche de tout ce que j'avais comme question à poser ou comme réaction au texte, ça devenait un objet très vivant. Et ce qui m'intéresse dans notre entretien, c'est pas de parler de Philippe tellement, encore moins de ce qu'on a fait ensemble, qui est un peu passé dans l'histoire, hein. C'est de parler du livre de Philippe, de ce livre très curieux et unique. Je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré un ancien scout parler de sa vie sous l'éclairage du scoutisme. Je n'en connais pas. Alors certes, dans les mémoires, il doit y en avoir. Elles se sont perdues, elles ne sont pas arrivées jusqu'à moi. C'est la première fois que je lis un récit de vie à la lumière de la loi scout. C'est quand même incroyable, hein. Et, euh, et c'est un livre qui est fait avec beaucoup de sérieux et de méthode parce que Philippe a suivi, et c'est un des maîtres auxquels il se réfère souvent avec reconnaissance, il a suivi les leçons de Henri Desroches. Euh, L'approche des ce qu'il appelait des biographies ou des histoires de vie raisonnées, c'est-à-dire qu'on interroge sa propre vie, on la relie euh, à la lumière d'un certain nombre de critères. Philippe a choisi les exigences de la loi scout, pourquoi pas? Et toute sa vie, y compris les 10 années qu'il va passer chez les Kanaks, y compris ses engagements ultérieurs dans la formation des adultes et tout ça, il va le revoir dans cet ouvrage à cette lumière-là. Voilà. Et je me dis, tiens, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça et ça aurait été intéressant. Ça, c'est la première réaction. C'est le style, la composition, le sens de ce livre qui m'a frappé. Si j'ai mis toutes ces euh, post-it là dans les marges, c'est parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses à éclairer. C'était mal exprimé, on ne comprenait pas très bien, ça venait deux fois, enfin des scories hein, qu'un correcteur exigeant chez l'éditeur relève hein, et nettoie avec l'aide de l'auteur. Bon, ça, il y en avait pas mal, évidemment, et ce n'est pas le métier non plus de Philippe de rédiger des dissertations de 300 pages. Mais l'autre chose, c'est que je découvre dans ce livre euh, une vie de Philippe que j'ignorais quand nous travaillions ensemble. Philippe savait, mais moi je ne savais pas, ou j'ai vite oublié, que nous étions à ce moment-là l'un et l'autre permanents responsables nationaux et en même temps chefs de troupe dans notre quartier. Alors Philippe l'explique très bien, et je revois, et j'ai connu beaucoup de ces scouts et de ces anciens scouts, même longtemps après que nous ayons cessé de travailler ensemble, mais lui euh, savait que j'avais une troupe, mais on n'en parlait jamais.
j'avais créé une troupe dans mon quartier, comme lui exactement, à la même époque, en 59, etc. Non, ouais, c'est ça. Je rentrais des États-Unis en 57, 58, 59, je crée cette troupe avec 3 camarades du quartier, cadre vert par définition, les uns, bon, ayant fait du scoutisme, un n'en ayant pas fait, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc on avait une expérience parallèle au niveau du terrain dont on ne parlait pas, mais qui imprégnait quand même ce que nous disions et écrivions sur la vie des unités scouts et sur ce livre, Tâche d'homme. Ce livre que j'ai écrit, et Philippe le reconnaît et en parle bien, que j'ai écrit à partir de cette expérience de conduire une troupe dans son quartier avec des cadres verts, des chefs adultes mariés, engagés professionnellement, et qui donnaient les exigences, qui répondaient aux exigences que ensuite on a pu formuler et généraliser. Voilà, voilà tout ce qui me frappait dans ce livre, pour ne pas entrer dans le détail parce que ce serait trop long. Oui, et alors c'est ça qui me semble intéressant aussi, c'est que tout ce que dit Philippe, comme tu le dis toi-même, s'appuie sur du vécu, c'est pas des théories abstraites. Et comment tu analyses le livre de Philippe à partir de ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a des aspects du livre qui te semblent frappants par rapport à d'autres livres qui traitent de l'histoire du scoutisme? Ben, oui, mais l'aspect le plus frappant, c'est ça, c'est qu'il se réfère sans arrêt à ce qu'il est en train de vivre, aux responsabilités qu'il doit exercer et avec un, un cœur ouvert à l'inattendu. Ça, c'est assez frappant. Le récit qu'il fait de son recrutement chez les Scouts de France comme permanent en 1960, 61 exactement, je crois, son premier, euh, son premier jour de service d'entrée dans le mouvement, 61. Le, le récit qu'il fait de cette rencontre et de cette visite tout à fait inattendue du commissaire national de l'époque, mon prédécesseur, Jean Lagarde, qui vient voir sa troupe, s'étant annoncé par un coup de téléphone, cher ami, c'était un ancien stagiaire. Philippe avait fait le stage de Chamarande, stage de formation de chef, sous l'autorité, si je puis dire, ou dans le cadre d'un camp de formation nationale que dirigeait Jean Lagarde avec Émile Vissot, tous les deux. Bon. Et quelques mois plus tard, il reçoit ce coup de fil, Philippe, est-ce que on peut venir voir ta troupe? Bah oui, pourquoi pas. Et il s'étonne parce que sa troupe n'était pas candidate au Raider, elle n'avait pas donné de signe euh, grandiose de son existence. Elle bagarrait au quotidien dans son quartier. Elle était remarquable, et ça, Lagarde, Jean l'avait remarqué, Dieu merci, remarquable parce qu'elle avait des garçons nettement plus âgés que la moyenne nationale à l'époque. Il avait recruté dans un centre d'apprentis des gaillards solides, 14 à 16 ans, et qui étaient venus un peu en bande, c'est-à-dire un certain nombre d'heures qui étaient, je ne sais pas combien, 7, 8 pour commencer, et qui faisaient nombre. Et donc, Philippe avait recruté, et non pas muré à partir de louveteaux qui deviennent scouts, etc. Non, il avait recruté directement, à cet âge-là, on n'entre pas en centre d'apprentissage avant 14 ans, les, euh, ceux qui allaient faire l'ossature de sa troupe. Comme nous, sur notre quartier, on avait le choix et on avait recruté, non pas les petits, il y a d'autres troupes sur Antony, bon, bah, qu'ils aillent là-bas, mais ceux qui pouvaient faire un noyau un peu dur avec lesquels on aurait vraiment du plaisir à scouter, comme on disait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes questions là? Oui, j'aimerais bien que tu dises quelques mots aussi sur la forme de ce livre, parce que c'est pas seulement un livre d'écrit, il y a aussi beaucoup d'iconographie, il y a aussi. Tu peux dire quelques mots là-dessus? Oui, je crois que Philippe
adorait son métier. Son métier, au fond, il se qualifie modestement de typographe. Il dit qu'il a fait appel à des illustrateurs qui sont de véritables artistes. Bon exemple de Van Doren, bon exemple de Maufray, ouais, qui assurait allègrement le relais de Pierre Joubert, de bonne référence. Pas seulement cette connaissance des différents métiers, mais il assumait un rôle d'éditeur et de directeur de collection. Alors sa collection, c'était Scout, pour le moment. Plus tard, il reviendra, mais après l'interruption, il reviendra dans le mouvement après son épisode de Nouvelle-Calédonie pour s'occuper de l'ensemble des revues. Quand Claude Morel, je crois, le recrutera. Non, non, c'est moi. Ah, excuse-moi, quand tu le recruteras à sa descente d'avion en disant Philippe, on n'attendait que toi. Bon, Voilà. et là, il aura donc une deuxième carrière qui élargira la panoplie du clavier sur lequel il jouera. Toutes les revues du mouvement, ça fait quand même un certain nombre, mais au moment où nous parlons, il ne s'occupe que du Scout. Et Scout, comment dire, il prend un plaisir certain à s'en occuper. Et il avait fait, et il le raconte, une expérience déjà quand il était à l'école Estienne, de faire un numéro pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire pour une revue de jeunes. Après ça, quand il a eu cette interview avec Jean Lagarde, qui est venu le voir et qui le convoque au QG, quartier général, comme on disait alors, centre national, où il vient disant mais qu'est-ce qu'ils me veulent maintenant Bon, et à la fin de l'entretien, où on le questionne sur toute sa vie, son foyer, son métier, les études qu'il n'a pas terminées à l'école Estienne, son salaire, parce qu'il devait être en même temps rémunéré, et qu'on lui dit, écoute Philippe, bon ben voilà, n'allons pas plus loin, on te propose de devenir permanent dans la branche éclaireur. Wow. Donc il dit, je reste sans voix, mais ça explique comment sa joie de trouver à la fois son utilité comme responsable, directeur de revue, secrétaire de revue, comme il dit, mais ça veut tout dire, illustration, mise en page, négociation avec l'imprimeur, tirage, etc. Et coût, bon, il a la responsabilité totale. Hein, quand il m'arrive de dire, ouais, je revois très bien ce numéro, comme si c'était moi qui l'avais fait, je dérive légèrement, parce que comme c'était ce numéro, celui-ci ou celui-là, que Philippe avait fait. Alors, on en discutait en équipe, on définissait le thème, l'accent majeur, ça m'inspirait. C'était plutôt moi qui écrivais les chansons et qui rédigeais les nouvelles pour faire rêver les garçons, mais chacun son talent, bon, ça c'est normal, mais c'était lui qui faisait cette revue. Et il prenait un vrai plaisir à harmoniser les couleurs, le papier, la mise en page. Ouais, c'était très, très moderne. Hein. Le scout a pris d'un coup un virage comme si on passait d'un véhicule 1945 à un véhicule des années 70. C'était quand même autre chose. Il a fait cette révolution dans la revue du mouvement. Oui, et puis il y avait aussi tout un… Et ça reste dans le livre. Ouais, On sent ce voilà. souci. Et quand je lui dis, on ne pourrait pas changer cette page, est-ce qu'elle est vraiment très intéressante? Waouh. Et il me dit, attends, malheur, ne touche pas à la mise en page. J'ai fait quelques essais. Je ne l'ai pas encore montré, mais je veux lui démontrer qu'on peut
sauver la mise en page et en même temps modifier le texte, bouger ceci, cela. Bon, c'est un détail. D'accord, François. Une dernière question, si tu veux bien. À ton avis, euh, pour des nouveaux responsables scouts ou des gens qui sont intéressés par le scoutisme aujourd'hui, quel peut être l'intérêt de ce livre? L'intérêt de ce livre, ce n'est pas un livre de méthode. Je vais répondre à côté de la question, mais pour venir à la question. L'intérêt pour des gens, comme tu dis, là, qui veulent savoir ce que c'est le scoutisme simple, et ça tient en 60 pages, c'est ça. C'est ça. Je ne parle pas de l'école du chantier, qui est un petit peu plus profond, un petit peu plus divers, un petit peu plus... voilà. Mais ça c'est le b.a.-ba, le Scouting for Boys, qui, je trouve, n'a pas pris une ride. Bien, à chacun de l'adapter à son contexte, bien sûr, à son milieu. Donc, Oui, répète la je disais, question. à ton avis, quel est le principal intérêt de ce livre pour un Ouais, lecteur aujourd'hui qui s'intéresse voilà. au scoutisme? Donc, c'est pas de savoir comment fonctionne ou doit fonctionner une troupe. Je dis, ça, c'est dans Tâche d'homme. Non, c'est de voir comment un homme, une femme, un foyer peut observer, euh, réinterroger, excuse le terme, conscientiser sa manière d'agir, sa manière de vivre, ses choix. De chaque fois, les identifier, les formuler au plus clair et voir si c'est en cohérence avec ce qu'il s'est engagé à vivre. Alors, Philippe parle en chrétien euh, croyant, croyant, il estime vivre sous le regard de Dieu et dans une promesse qu'il a faite et à laquelle il entend rester fidèle. Ça, c'est son éclairage qu'il partage avec Janine, sa femme, et dont un certain nombre de ses lecteurs sentiront la proximité avec ce qu'ils sentent eux-mêmes. Voilà. Mais ce n'est pas limitatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est absolument pas croyant, je dirais même quelqu'un qui n'est pas scout et que le mouvement intéresse moyennement, s'intéressera à ce livre comme un modèle de, je reprends l'expression de Desroches, de autobiographie raisonnée. Ça, c'est quelque chose. Je n'en ai aucun exemple. Je regarde dans mes bibliothèques, j'ai des tas de choses, j'ai pas beaucoup de ça. Alors, il y en a, mais elles sont ailleurs. Elles sont ailleurs. Elles sont chez des gens qui se sont beaucoup occupés d'autobiographie. Hein. J'ai à un moment donné travaillé en atelier d'écriture sur l'autobiographie, non pas pour faire la mienne, c'était moyennement intéressant, mais pour faire la biographie de quelqu'un dans lequel je me projetais inévitablement comme romancier. Mais euh, c'était la même démarche à partir d'un personnage historique réel que j'essayais de retrouver par-delà 2 siècles, c'était dans les années 1800, et, et qui me faisait faire ce même cheminement. Mais c'était une transposition intellectuelle. Je n'ai aucun livre, et ça doit exister, les gens écrivent, mais où mettent-ils tout ça? Je ne sais pas. Ça n'arrive pas jusqu'à moi, et ça, c'est le premier et le seul du type. Donc, il a des défauts, il a des limites, on peut pinailler sur ceci, cela, mais c'est un document rare et, et un exemple, ouais, un exemple fécond. Je pense que ceux qui le liront
auront envie d'en lire d'autres, si ça existe, et peut-être de commencer à écrire leur autobiographie, leur mémoire, comme titre Philippe, ce qui est un exercice qui se fait rare aujourd'hui, je crois, mais qui me paraît tout à fait important. Merci. Donc, l'autobiographie raisonnée d'un homme et d'un éducateur. On peut dire ça, tout à fait. Oui. Et comme il dit chaque fois, de l'homme à travers l'éducateur. Il met des majuscules un peu beaucoup, mais quand il parle de l'homme avec un grand H, c'est ça. Ça, Ouais. ça couvre un certain nombre de dimensions, dont l'éducateur. Oui. Bon, D'accord, merci François, merci beaucoup. je t'en prie, c'est moi.